La nuit où tout a basculé, Harlem respirait comme une bête blessée. Les lampadaires jetaient une lumière sale sur les trottoirs, et dans l'air flottait cette odeur métallique de l'argent et de la peur. Frank Lucas marchait seul, le cœur battant trop vite pour un homme qui venait de toucher des millions. Il se souvenait encore de la voix de Bumpy Johnson, grave, paternelle, celle qui lui avait appris que le pouvoir n'est jamais gratuit. Pourtant, ce soir-là, Frank avait franchi une ligne invisible, une ligne que même les rois du crime n'osent pas toujours traverser. Pendant des années, Frank avait été l'ombre fidèle de Bumpy. Il observait, apprenait, encaissait les humiliations silencieuses, persuadé que la patience était une arme. Bumpy l'avait recueilli comme un fils, lui avait montré comment un empire se construit sans se faire voir, comment la loyauté peut valoir plus que l'or. Mais la loyauté a un prix, et Frank avait commencé à le trouver trop élevé. Chaque sourire de Bumpy lui rappelait qu'il resterait toujours numéro 2. Chaque ordre reçu était une chaîne de plus haut tour de son ambition. Alors il a compté les cargaisons, les routes, les hommes corruptibles. Il a compris que l'argent pouvait parler plus fort que l'honneur. Dans le silence de son appartement, Frank a pris la décision qui allait le hanter toute sa vie. Trahir, c'était vivre. Rester fidèle, c'était disparaître. Il a choisi de vivre, du moins le croyait-il. Quand l'accord secret s'est conclu, le monde a semblé lui appartenir. Des valises pleines de billets, des promesses murmurées dans des voitures aux vitres teintées, des sourires qui n'atteignaient jamais les yeux. Frank se répétait que Bumpy était vieux, que le temps l'emporterait de toute façon. Il se mentait avec élégance, enveloppant sa trahison dans des mots comme nécessité et destin. À ce moment précis, si cette histoire vous captive, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits puissants comme celui-ci. Mais Harlem n'oublie rien. Les murs écoutent, les regards pèsent, et chaque billet gagné porte une ombre. Frank ne savait pas encore que l'argent qu'il serrait contre lui était déjà teinté de sang et de solitude. Derrière les rideaux, des yeux observaient, des comptes se réglaient. Et quelque part, dans le cœur fatigué de Bumpy Johnson, une intuition douloureuse commençait à prendre forme, annonçant une tempête que personne ne pourrait arrêter. Les jours suivants, Frank sentit le changement avant même de pouvoir le nommer. Les rues semblaient plus étroites, les conversations se taisaient à son passage, et certains regards qu'il connaissait depuis des années se détournaient brusquement. L'argent coulait pourtant à flot. Les affaires tournaient mieux que jamais. Frank portait des costumes plus chers, fréquentait des clubs où l'on n'entrait qu'en murmurant un nom à l'oreille du portier. De l'extérieur, il ressemblait à un homme qui avait gagné. À l'intérieur, quelque chose grinçait. Bumpy Johnson, lui, n'élevait jamais la voix. Il l'observait, il écoutait. Chaque détail était une pièce d'un puzzle qu'il savait assembler avec une patience presque cruelle. Il avait remarqué les chiffres qui ne collaient plus, les itinéraires modifiés sans raison, les hommes de confiance devenus nerveux. Rien n'était encore prouvé, mais l'instinct de Bumpy ne s'était jamais trompé. Et quand il se trompait, des hommes mouraient quand même. Frank tenta de jouer le rôle du disciple loyal. Il rendait visite à Bumpy, apportait du respect en parole, baissait légèrement la tête comme avant. Mais le vieux lion voyait la différence. Il y avait désormais dans les yeux de Frank une lueur qu'il n'avait jamais vue, une assurance froide, presque arrogante, le genre de regard qui précède toujours la chute. Dans les coulisses, la mécanique infernale se mettait en marche. Les autorités, longtemps tenues à distance par des enveloppes discrètes et des arrangements tacites, commençaient à s'agiter. Des noms circulaient. Des téléphones sonnaient trop tard dans la nuit. Frank croyait contrôler le jeu, mais il ignorait combien de mains invisibles tiraient déjà sur les fils. La trahison avait ouvert une porte, et derrière cette porte se trouvait bien plus que de l'argent. Un soir, Frank reçut un message bref, presque anodin. Bumpy voulait le voir. Seul, pas de garde, pas d'excuse. Le cœur de Frank se serra. Il se rassura en se disant que tout allait bien, que personne n'avait de preuves, que le vieux parrain ne pouvait rien sans fait concret. Pourtant, en se regardant dans le miroir, il eut l'impression de voir un étranger, un homme qui avait tout misé sur un seul coup. Pendant ce temps, Bumpy restait assis dans son fauteuil, immobile, un verre intact devant lui. Dans son esprit, le visage de Frank se superposait à ceux d'autres hommes, autrefois fidèles, qui avaient cru être plus malins que le système. Il savait que la vérité allait bientôt se révéler d'une manière ou d'une autre. Et quand Frank franchit la porte cette nuit-là, aucun des deux ne savait encore que cette rencontre allait sceller non seulement une trahison, mais le début d'un enfer dont il serait impossible de s'échapper.
Frank entra avec un sourire contrôlé, celui qu'on apprend à porter quand on ne peut plus faire confiance à ses propres émotions. Bumpy l'invita à s'asseoir d'un simple geste. Le silence pesa lourd, presque plus violent que des cris. Pendant de longues secondes, seul le tic-tac d'une horloge se fit entendre, comme si le temps lui-même comptait les battements d'un cœur prêt à lâcher. Bumpy parla enfin, d'une voix calme, trop calme. Il ne posa pas d'accusation. Il évoqua le passé, les jours de misère, les leçons apprises dans la douleur, les hommes qui avaient confondu vitesse et intelligence. Chaque mot semblait glisser sur Frank, mais à l'intérieur, une tempête se formait. Il comprit que ce n'était pas un interrogatoire, mais un avertissement. Bumpy n'avait pas besoin de preuves. Il avait l'expérience. Frank répondit avec respect, choisissant chaque phrase comme on marche sur une corde raide. Il jura fidélité, rappela sa gratitude, parla d'avenir commun. Pourtant, plus il parlait, plus il sentait que ses mots perdaient leur poids. Bumpy le regardait comme on regarde un homme déjà condamné, non par colère, mais par lucidité. Ce regard-là était pire que la haine. Quand Frank quitta la pièce, il sut que rien ne serait plus jamais pareil. Le monde qu'il avait voulu conquérir commençait à se refermer sur lui. Les alliances se fragilisaient. Des partenaires d'hier devenaient méfiants. Certains disparaissaient sans explication. L'argent continuait d'entrer, mais chaque billet semblait murmurer une menace. Frank dormait mal. Les nuits étaient peuplées de visages et de portes qui se fermaient. Puis vinrent les premiers coups. Une descente de police dans un entrepôt secondaire. Une saisie inattendue. Des journaux qui parlaient d'un réseau plus vaste que prévu. Frank comprit que quelqu'un parlait, que la protection n'était plus totale. Il pensa à Bumpy, se demandant s'il tirait les ficelles ou s'il observait simplement l'inévitable. Dans les deux cas, le résultat serait le même. À Harlem, les rumeurs se répandaient plus vite que la vérité. Certains disaient que Frank allait tomber. D'autres qu'il était désormais intouchable. Lui-même ne savait plus quoi croire. Il avançait par automatisme, porté par l'orgueil et la peur. Chaque décision devenait plus risquée, chaque erreur plus coûteuse. Un soir, alors qu'il rentrait tard, Frank remarqua une voiture garée trop longtemps devant son immeuble. Les phares s'allumèrent brièvement, puis s'éteignirent. Ce détail, insignifiant en apparence, glaça son sang. Il comprit à cet instant que la chasse avait commencé, et que cette fois, l'ennemi ne venait pas d'un seul côté. À partir de cette nuit-là, Frank ne se déplaça plus jamais sans sentir une présence invisible derrière lui. Chaque sirène au loin lui faisait serrer la mâchoire, chaque regard croisé dans la rue devenait une menace potentielle. Il avait bâti son ascension sur le contrôle absolu, mais le contrôle lui échappait, lentement, cruellement. L'empire qu'il croyait solide révélait des fissures qu'aucun argent ne pouvait colmater. Bumpy Johnson, de son côté, restait étonnamment silencieux. Aucun ordre, aucune sanction visible. Ce silence inquiétait plus que n'importe quelle riposte. Frank savait que Bumpy n'agissait jamais dans la précipitation. Il laissait le temps faire son œuvre, convaincu que la trahison portait toujours en elle sa propre punition. Et pendant que Frank s'agitait, le vieux parrain observait la chute se préparer. Les autorités, elles, avançaient méthodiquement. Des filatures discrètes, des microphones posés là, on ne regardait jamais. Des visages familiers convoqués pour de simples entretiens. Frank tenta de renforcer ses protections, d'acheter des silences supplémentaires, mais il sentit que le prix augmentait à chaque jour qui passait. Certains hommes prenaient l'argent avec des mains tremblantes. D'autres refusaient désormais de répondre au téléphone. L'arrogance qui l'avait poussé à trahir se transforma en obsession. Frank voulait prouver qu'il avait eu raison, que tout cela n'était qu'une tempête passagère. Il multiplia les opérations, prit des risques inutiles, cherchant à étouffer la peur sous des décisions spectaculaires. Mais plus il avançait, plus il laissait de traces. Et chaque trace devenait une preuve potentielle. Une nuit, seul dans son bureau, Frank ouvrit un tiroir qu'il n'avait pas touché depuis longtemps. À l'intérieur, une vieille photo froissée. Lui et Bumpy, plus jeune, presque souriant. Il resta longtemps à la regarder. Pour la première fois, un sentiment qu'il avait toujours repoussé s'imposa à lui, le regret. Pas encore assez fort pour l'arrêter, mais suffisamment pour fissurer son assurance. Le lendemain, la nouvelle tomba comme un coup près. Un proche venait d'être arrêté. Pas un simple exécutant, mais un homme qui savait trop de choses. Frank comprit immédiatement ce que cela signifiait.
15 ans de secret pouvaient s'effondrer en quelques heures sous la pression d'une cellule froide et de promesses de réduction de peine. Il se leva lentement, sentant le poids de chaque décision passée sur ses épaules. Dehors, la ville continuait de vivre, indifférente à son angoisse. Frank savait désormais que la question n'était plus de savoir s'il tomberait, mais quand, et surtout, qu'il entraînerait définitivement vers le fond. Frank passa les heures suivantes à marcher sans but précis, comme si le mouvement pouvait empêcher la réalité de le rattraper. Il traversa des quartiers qu'il contrôlait autrefois sans effort, mais où il n'était plus certain d'être le bienvenu. Les visages lui semblaient fermés, prudents, presque accusateurs. Le pouvoir, il le comprenait enfin, n'est réel que tant que les autres y croient. Et cette croyance était en train de s'effriter. Dans un appartement discret, il convoqua ce qu'il restait de son cercle rapproché. Les discussions furent brèves, tendues. Personne ne parlait de loyauté. On parlait de risques, de scénarios, de portes de sortie. Frank observait ces hommes qu'il avait enrichis, se demandant lequel céderait en premier si la pression augmentait. La trahison, il le savait désormais, est une maladie contagieuse. Pendant ce temps, celui qui avait été arrêté restait introuvable. Les avocats parlaient en phrases vagues, évitaient de répondre clairement. Ce silence judiciaire était une torture plus efficace que n'importe quelle menace. Frank imaginait les interrogatoires, les dossiers ouverts sur des tables métalliques, les noms cochés à un. Et parmi ces noms, le sien brillait comme une cible. Bumpy Johnson apparut alors dans ses pensées avec une clarté presque douloureuse. Frank se demanda s'il aurait pu faire un autre choix, s'il avait confondu intelligence et impatience. Bumpy avait toujours dit que la vraie force consistait à durer. Frank, lui, avait voulu brûler les étapes. Cette prise de conscience arriva trop tard pour être utile, mais trop tôt pour être ignorée. Une rencontre secrète fut organisée avec un contact des autorités. Officiellement, il s'agissait de négocier une protection. Officieusement, Frank cherchait à comprendre jusqu'où le filet s'était refermé. Les réponses furent inquiétantes. Les preuves s'accumulaient. Les alliances politiques se déliaient. Ce qui avait été toléré pendant des années devenait soudain inacceptable. Sur le chemin du retour, Frank sentit pour la première fois une peur nue, sans masque. Pas la peur de mourir, mais celle de tout perdre lentement. Le respect, la liberté, l'identité qu'il s'était construite. La prison, jusque-là abstraction lointaine, prit une forme concrète dans son esprit. Des murs gris, des années volées, un nom réduit à un numéro. Et pourtant, malgré cette certitude grandissante, une partie de lui refusait d'abandonner. Il se répétait qu'il restait encore une carte à jouer, un dernier coup capable de renverser la situation. Il ignorait encore que ce dernier choix serait aussi celui qui scellerait définitivement son destin. Frank mit tout en œuvre pour préparer ce dernier coup. Il réduisit les contacts, changea d'itinéraire, parla moins et observa davantage. Chaque geste était calculé, chaque mot pesait comme s'il pouvait déclencher une avalanche. Il voulait frapper vite, récupérer ce qui pouvait encore l'être, effacer des traces, déplacer des fonds. Ce n'était plus une question d'avidité, mais de survie. Les nuits devinrent interminables. Frank s'asseyait dans l'obscurité, écoutant les bruits de la ville filtrés par la fenêtre entr'ouverte. Il repensait à l'homme qu'il avait été avant l'argent, avant le pouvoir. Cet homme-là lui semblait presque naïf, mais étrangement plus libre. Aujourd'hui, même le luxe avait un goût amer. Chaque objet précieux ressemblait à une preuve rangée à ciel ouvert. Les autorités, elles, resserraient l'étau. Des visages inconnus apparaissaient dans son quartier, trop bien habillés pour être de simples passants. Les téléphones semblaient plus silencieux que d'habitude, comme si tout le monde retenait son souffle. Frank comprit que la patience de l'État était infiniment plus grande que la sienne, et qu'une fois lancé, ce mécanisme ne s'arrêtait jamais de lui-même. Une information cruciale arriva enfin, glissée à voix basse par un intermédiaire nerveux. Le proche arrêté avait parlé. Pas tout, pas encore, mais suffisamment pour tracer des lignes, relier des noms, éveiller des soupçons solides. Frank sentit une sueur froide couler le long de son dos. Le temps venait de changer de camp. Il envisagea la fuite. L'idée le traversa comme une tentation dangereuse. Disparaître, changer de nom, laisser derrière lui Harlem, ses fantômes et ses promesses brisées. Mais il savait aussi que fuir, c'était admettre sa culpabilité et surtout abandonner ce qu'il avait mis une vie à construire. Son orgueil refusa cette option avec violence. Bumpy Johnson réapparut alors, bien réel cette fois. Une rencontre fortuite, en plein jour, presque banale.
Un simple échange de regards, mais chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. Dans les yeux de Bumpy, Frank ne lut ni triomphe ni colère, seulement une certitude tranquille, comme s'il savait déjà comment cette histoire se terminerait. Frank s'éloigna, le cœur battant. Il comprit que ce regard était un adieu, pas seulement entre deux hommes, mais entre deux visions du monde. La sienne, fondée sur la vitesse et le risque, était en train de s'effondrer. Et au moment même où il pensa avoir encore une marge de manœuvre, une sirène retentit au loin, plus proche que toutes les autres auparavant. La sirène se rapprocha, puis s'éloigna, laissant derrière elle un silence encore plus oppressant. Frank resta immobile quelques secondes, comme si son corps refusait d'obéir. Il comprit alors que l'attente était devenue sa pire ennemie. Chaque minute libre était une minute où l'étau pouvait se refermer davantage. Il fallait agir, même sans certitude. Il contacta des hommes qu'il n'avait pas vus depuis des années, des visages du passé, habitués aux coups désespérés. Les conversations furent brèves, chargées de méfiance. Personne ne voulait s'impliquer pleinement. Le nom de Frank Lucas, autrefois synonyme de puissance, commençait à sentir la fin de règne. Certains acceptaient d'aider, mais uniquement pour se protéger eux-mêmes. Dans les jours qui suivirent, les mauvaises nouvelles s'enchaînèrent. Des comptes bloqués, des propriétés discrètement mises sous surveillance, des intermédiaires qui disparaissaient sans laisser de traces. Frank comprit que ce n'était plus une simple enquête, mais une opération de grande ampleur. Son empire n'était plus assiégé, il était disséqué. La fatigue se grava sur son visage. Il dormait peu, mangeait encore moins. Ses pensées tournaient en boucle autour d'une même question. À quel moment exact avait-il perdu le contrôle? Était-ce le jour de la trahison, ou bien avant, quand il avait commencé à se croire intouchable? Cette interrogation le hantait plus que la perspective de la prison. Un soir, alors qu'il rangeait des documents compromettants, on frappa à la porte. 3 coups secs. Pas assez violents pour être une perquisition, mais trop assurés pour être une erreur. Le cœur de Frank s'emballa. Il hésita, puis ouvrit. Ce n'étaient pas les autorités. Juste un messager, porteur d'une information qui glaça le sang de Frank. Une arrestation majeure était imminente, et son nom figurait en haut de la liste. Il referma la porte lentement, comme si ce geste pouvait retarder l'inévitable. L'idée du dernier coup revint, plus insistante, presque séduisante. Un mouvement audacieux, un transfert massif, une tentative pour reprendre l'avantage. Mais cette fois, une voix intérieure, plus lucide, lui soufflait que chaque pas supplémentaire l'enfonçait davantage. À cet instant précis, Frank réalisa qu'il ne luttait plus contre un système, mais contre le temps lui-même. Et le temps, contrairement aux hommes, ne se négocie jamais. La nuit tomba sans prévenir, lourde et étouffante. Frank resta assis dans l'obscurité, les mains jointes, comme s'il attendait une sentence déjà écrite. Les murs de l'appartement lui semblaient se rapprocher, chargés de tous les secrets qu'il avait accumulés. Chaque respiration lui rappelait qu'il n'était plus maître du jeu. À l'aube, il prit une décision silencieuse. Il allait tenter de sauver ce qui pouvait encore l'être, non pas par bravoure, mais par refus de disparaître sans lutter. Il rassembla quelques documents, sélectionna des objets précis, ce qui racontait encore une histoire différente de celle que les tribunaux écriraient bientôt. Ce n'était pas un plan de fuite, mais une préparation à l'inévitable. Les rues étaient étrangement calmes lorsqu'il sortit. Trop calmes. Cette tranquillité artificielle lui donna l'impression d'être observé à chaque coin de rue. Il marchait droit, la tête haute, fidèle à l'image qu'il s'était construite, même si à l'intérieur, tout vacillait. Frank savait que la dignité était parfois la dernière chose qu'on pouvait encore contrôler. Puis tout s'accéléra. Des voitures surgirent, des voix s'élevèrent, autoritaires, sans émotion. Les menottes claquèrent avec un bruit sec, définitif. À cet instant précis, Frank ne pensa ni à l'argent ni au pouvoir. Il pensa au temps, aux années qui allaient disparaître derrière des murs froids, à la liberté qu'il avait sacrifiée bien avant cette arrestation. Au commissariat, sous la lumière crue, son nom résonna comme celui d'un autre homme. Les questions s'enchaînèrent, méthodiques, implacables. Frank répondit peu. Il comprenait désormais que le silence pouvait être une forme de résistance, mais aussi un aveu de lucidité. Le jeu était terminé. Alors qu'on l'emmenait vers une cellule provisoire, une image traversa son esprit. Le regard de Bumpy Johnson, calme, presque triste. Frank sentit une douleur sourde, plus profonde que la peur.
Il comprit que la vraie prison avait commencé bien avant les barreaux, le jour où il avait confondu richesse et liberté. Et tandis que la porte métallique se refermait derrière lui, Frank ignorait encore combien d'années allaient lui être volées, ni comment ce temps perdu allait lentement transformer le regret en compagnon permanent, plus fidèle que n'importe quel allié qu'il avait jamais connu. Les premiers jours derrière les barreaux furent irréels, comme un rêve mal éclairé dont il était impossible de se réveiller. Le temps perdait sa forme. Les heures s'étiraient, collantes, ponctuées par des bruits métalliques et des voix lointaines. Frank observait, parlait peu, apprenait à respirer dans un monde où chaque regard cherchait une faille. Ici, l'argent ne servait à rien, et le nom qu'il avait porté comme une couronne devenait un poids dangereux. Il comprit vite que la prison avait sa propre hiérarchie, silencieuse mais implacable. Certains détenus le reconnaissaient, murmuraient son histoire comme une légende déjà fanée. D'autres le jaugeaient avec hostilité, voyant en lui un symbole d'un passé trop glorieux. Frank se tenait droit, mesuré, conscient que la moindre faiblesse serait exploitée. La survie passait par la maîtrise de soi, une leçon que Bumpy lui avait enseignée autrefois, sans qu'il n'en saisisse alors toute la portée. Les interrogatoires reprirent, réguliers, précis. Les procureurs parlaient de chiffres, de dates, de témoignages. Ils empilaient les preuves comme des briques, construisant un mur autour de lui. Frank écoutait, impassible, mais chaque mot résonnait longtemps après leur départ. 15 ans. Le nombre circulait sans être prononcé, comme une ombre déjà prête à s'abattre. La nuit, seul sur sa couchette, Frank laissait ses pensées dériver. Il revoyait Harlem, les rues vibrantes, les décisions prises trop vite. Il se revoyait face à Bumpy, cherchant une reconnaissance qu'il n'aurait jamais dû exiger. Le regret prenait une forme nouvelle, moins brûlante, plus lourde. Un regret qui s'installait, patient, prêt à durer. Un matin, une rumeur parcourut le couloir, un ancien associé allait témoigner. Pas un homme quelconque, mais quelqu'un qui connaissait les détails, les mécanismes invisibles, les choix précis. Frank sentit son estomac se nouer. Il comprit que ce procès ne serait pas seulement une affaire de loi, mais un règlement de compte moral où chaque trahison passée reviendrait réclamer son dû. Assis sur le banc froid de la salle d'audience lors d'une première comparution, Frank leva les yeux un instant. Dans le public, des visages inconnus, curieux, avides de chute. Et quelque part, invisible mais présent, le poids de toutes les décisions qu'il avait conduites ici. Il ne savait pas encore quelle part de vérité allait être révélée, ni jusqu'où cette vérité allait l'entraîner. Le procès s'ouvrit dans une atmosphère lourde, presque cérémoniale. Chaque mot prononcé semblait scellé dans le marbre. Frank écoutait, immobile, tandis que le procureur déroulait sa vie comme une chronologie froide, vidée de toute nuance. Les succès devenaient des preuves, les alliances des complots, les silences des aveux déguisés. Il avait l'impression d'assister à l'histoire d'un autre homme, racontée sans âme. Quand le premier témoin entra, Frank sentit une tension sourde parcourir la salle. Il reconnut aussitôt la démarche, cette façon d'éviter les regards. Un ancien partenaire, autrefois fidèle, désormais protégé par l'État. Sa voix tremblait légèrement au début, puis gagnait en assurance à mesure qu'il parlait. Les détails tombaient, précis, cruels. Des dates, des lieux, des décisions prises à voix basse. Frank comprit que chaque phrase arrachait un morceau de son passé pour l'exposer au grand jour. Il tenta de garder le visage neutre, mais à l'intérieur, quelque chose se brisait lentement. Ce n'était pas la peur de la condamnation. C'était la certitude que la trahison qu'il avait semée revenait maintenant, multipliée, inévitable. Les regards du jury glissaient parfois vers lui, cherchant un signe, une réaction. Frank leur offrait le silence, seul refuge qui lui restait. Les jours d'audience se succédaient, épuisants. Chaque soir, de retour en cellule, Frank repassait mentalement les témoignages, évaluant ce qui avait été dit et ce qui restait à venir. Il savait que le témoin principal n'avait pas encore parlé. Celui-là détenait les clés les plus dangereuses. L'attente devenait une torture raffinée. Un après-midi, alors que la salle se vidait, Frank croisa brièvement le regard de l'avocat de la défense. Un échange muet, lourd de sens. La stratégie changeait. Quelque chose se préparait. Peut-être une tentative de négociation. Peut-être un aveu partiel. Frank sentit que le temps des demi-mesures touchait à sa fin. Cette nuit-là, allongé dans le noir, il repensa à une phrase que Bumpy lui avait dite autrefois. La vérité n'a pas besoin de courir. Elle arrive toujours à l'heure. Frank comprit alors que le véritable verdict ne serait pas seulement prononcé par un juge.
Il se formait déjà, lentement, à l'intérieur de lui, tandis que dehors, dans une salle encore silencieuse, quelqu'un s'apprêtait à prendre la parole et à faire basculer définitivement le cours de cette histoire. Le lendemain, l'homme que tout le monde attendait entra enfin dans la salle d'audience. Le silence fut immédiat, presque respectueux. Frank sentit l'air changer. Ce témoin-là n'était pas seulement un ancien associé. C'était un homme qui avait partagé des décisions, des doutes, des nuits entières à bâtir et à cacher. Quelqu'un qui connaissait non seulement les faits, mais aussi les intentions. Frank évita son regard, conscient que ce face-à-face serait plus dangereux que n'importe quelle preuve matérielle. La voix du témoin était posée, maîtrisée, trop maîtrisée. Il parla de loyauté au début, de respect, de l'influence de Bumpy Johnson sur toute une génération. Puis, lentement, presque avec regret, il commença à décrire le moment où tout avait changé. Le moment où Frank avait voulu aller plus vite, plus loin, seul. Les mots « trahison » et « avidité » ne furent jamais prononcés, mais ils flottaient dans la salle comme une vérité impossible à ignorer. Frank serra les poings. Chaque phrase semblait réduire l'espace autour de lui. Il comprit que ce témoignage ne visait pas seulement à convaincre le jury, mais à redessiner son image, non plus celle d'un stratège, mais celle d'un homme qui avait confondu ambition et précipitation. Une partie de lui voulait se lever, interrompre, crier sa version des faits. Mais il resta immobile. Il savait que toute réaction serait interprétée comme une faiblesse. Lorsque la séance fut suspendue, Frank fut reconduit dans sa cellule, vidé. Les mots entendus tournaient en boucle dans son esprit. Il repensa à Bumpy, à cette fidélité silencieuse qu'il avait rejetée sans en comprendre la valeur réelle. Pour la première fois, il se demanda si l'argent avait réellement été le moteur de ses choix, ou simplement une excuse pour justifier une blessure d'ego plus profonde. Les avocats parlèrent de stratégie, de possibilités de réduction de peine, de coopération tardive. Frank écoutait à peine. Une question le hantait désormais. Jusqu'où la vérité allait-elle encore être exposée? Et surtout, quelle part de lui-même survivrait à ce procès, même s'il sortait un jour de prison? Alors que la nuit tombait sur le bâtiment austère, Frank fixa le plafond de sa cellule. Il savait que le verdict approchait, mais il sentait aussi qu'une autre décision, plus intime, restait à prendre. Une décision qui n'impliquait ni juge ni juré. Seulement lui, face à ses choix passés, et à ce qu'il était encore prêt à perdre. Le verdict ne fut pas rendu immédiatement, et cette attente devint une peine en soi. Les jours s'écoulaient, lourds, identiques, rythmés par les mêmes portes qui s'ouvrent et se ferment. Frank observait les autres détenus, leur routine, leur silence, et se demandait combien d'entre eux avaient cru, comme lui, pouvoir négocier avec le destin. La prison avait cette façon cruelle de dépouiller les hommes de leurs illusions sans jamais lever la voix. Lorsqu'il fut de nouveau conduit au tribunal, l'atmosphère avait changé. Les jurés semblaient plus graves, moins curieux. Le jeu était presque terminé. Les plaidoiries finales résonnèrent comme des échos lointains. On parlait de responsabilité, de conséquences, de choix. Des mots propres, bien rangés, qui tentaient de donner un sens légal à une vie faite de zones grises. Frank écoutait sans vraiment entendre. Il savait déjà que quoi qu'il arrive, rien ne lui serait rendu. Assis sur le banc, il sentit pour la première fois une fatigue profonde, ancienne, comme si son corps venait seulement de comprendre ce que son esprit refusait depuis des années. Il repensa aux millions, aux décisions rapides, aux nuits passées à croire qu'il écrivait sa propre légende. Cette légende était désormais disséquée, fragmentée, exposée à des inconnus qui n'en verraient jamais que la surface. Quand on le ramena en cellule, un gardien lui annonça d'un ton autre que la décision serait communiquée sous peu. Frank hocha la tête. Il n'y avait plus rien à dire. Seul, il s'assit sur la couchette, les mains posées sur ses genoux. Le regret n'était plus une douleur aiguë, mais une présence constante, presque familière. Il se demandait combien d'années il faudrait pour apprendre à vivre avec. Dans les couloirs, des rumeurs circulaient déjà. 15 en revenaient souvent, murmurées comme une condamnation collective. 15 ans pour réfléchir, pour vieillir, pour regarder le monde avancer sans lui. Frank tenta d'imaginer ce futur abstrait, mais son esprit s'y refusait encore. Il n'était pas prêt à donner une forme précise à ce qui allait l'engloutir. Au même moment, loin de ces murs, Harlem continuait de respirer. De nouveaux visages prenaient la place des anciens, de nouvelles règles s'imposaient. Le nom de Frank Lucas devenait une histoire qu'on raconte, un avertissement peut-être. Et tandis qu'il restait assis, immobile, une certitude s'imposait lentement. Le verdict, quel qu'il soit, ne serait que le début d'un autre combat,
plus long, plus silencieux, dont il ignorait encore les règles exactes. Le verdict tomba un matin gris, sans éclat, presque banal. 15 ans. Le chiffre résonna dans la salle comme un coup sourd, mais Frank ne broncha pas. Il avait déjà traversé ce moment des centaines de fois dans sa tête. Ce qui le frappa réellement, ce ne furent pas les années, mais le silence qui suivit. Aucun triomphe, aucune colère. Juste la confirmation officielle d'une vie qui venait de basculer définitivement. Les premiers mois passèrent lentement, puis les années commencèrent à se confondre. La prison effaçait les saisons, mais elle affinait la mémoire. Frank repensait souvent à Bumpy Johnson, pas comme à un ennemi, mais comme à un miroir. Bumpy avait compris quelque chose que lui avait refusé d'accepter. Le pouvoir ne se vole pas, il se mérite dans la durée. Frank avait voulu tout prendre, tout de suite, et cette impatience lui avait coûté plus que sa liberté. Avec le temps, l'argent perdit toute signification. Les millions n'étaient plus qu'un concept abstrait, incapable d'acheter une heure de plus à l'extérieur. Ce qui restait, c'était la conscience. Chaque nuit, Frank révisait sa vie, non pour se justifier, mais pour comprendre. La trahison n'avait pas seulement détruit un empire, elle l'avait isolé de lui-même. Il avait gagné le monde en perdant son âme. Les années creusèrent son visage, mais elles clarifièrent son regard. Frank devint un homme discret, presque invisible. Il parlait peu, observait beaucoup. Certains détenus venaient lui demander conseil, fascinés par la légende. Il ne glorifiait rien. Il racontait simplement le prix réel du pouvoir mal compris. Et dans ces moments-là, pour la première fois, il avait l'impression de réparer quelque chose. Quand il sortit enfin, le monde avait changé. Harlem n'était plus le même. Les noms, les règles, les visages avaient été remplacés. Frank marcha dans ces rues comme un fantôme parmi les vivants. Il comprit alors que la prison ne l'avait pas seulement retenu 15 ans, elle l'avait figé dans le passé. La liberté retrouvée avait un goût étrange, presque douloureux. Un soir, seul, Frank s'arrêta et leva les yeux vers le ciel. Il pensa à tout ce qu'il avait eu, à tout ce qu'il avait perdu, et à ce qu'il ne pourrait jamais récupérer. Le temps. C'est là que le regret prit tout son sens. Non comme une punition, mais comme une leçon tardive. Frank Lucas avait gagné des millions, perdu 15 ans, et appris trop tard que certaines trahisons se paient à vie.